Donc, c'est bon, oui, il faut que tu cliques. Tout est beau. OK. Donc, ben, merci de l'invitation. Je me sens honorée d'être ici aujourd'hui. Puis vous allez voir, tous mes premiers travaux, moi, ils étaient beaucoup, ben, en fait, très, très proches de la neuropsy. Puis tranquillement, je suis passée à, OK, ben, comment je peux appliquer ça vraiment pour la santé mentale parce que ben, je suis psychologue clinicienne, parce que je fais vraiment plus ça sur le plan clinique. Fait que de réconcilier un peu ces deux mondes-là. Fait que vous allez voir, c'est un peu ça qui guide là aussi la présentation aujourd'hui. Euh, donc, ben, ça a déjà dit un peu, c'est ça mon background et tout ça. Euh, Dans le fond, moi, je travaille à l'hôpital Rivière-des-Prairies pour ma recherche depuis, bon, 2011-12, là, fait que ça commence à faire longtemps, mine de rien. Puis, à ce moment-là, à HRDP, ben, il y avait Laurent Motron qui était là, qui est celui qui a parti un peu la recherche en autisme là-bas. Et il faisait toujours reprocher de travailler sur les beaux autistes. Qu'est-ce que ça veut dire, les beaux autistes? C'était les autistes savants, les autistes qui ont des belles forces. Puis c'était vraiment là-dessus que le groupe travaillait. C'était un peu à compte courant dans ce moment-là parce que la plupart des groupes dans le monde travaillaient ben, sur tous les déficits, puis à mieux comprendre, bon, oui, comment les aider, mais surtout comment les rendre le plus normaux et neurotypiques possible, puis pour qu'ils puissent fonctionner dans la société. Fait que c'est un peu à contre-courant. Puis toutes les forces qui étaient mises de l'avant dans le laboratoire, ben, les gens se disaient oui, mais ça ne représente pas tous les autistes, puis c'est pas très utile dans le fond pour aider toutes les autres. Fait que j'arrivais un peu dans cette mouvance-là où on disait, ben, ces forces cognitives-là, ces habiletés savantes-là, ben, ça caractérise juste les autistes savants puis pas les autres. Fait qu'on se disait, est-ce vraiment le cas? Donc, avec Isabelle Soulière, justement, amie de Sarah, au début de mon doc, ben, on a décidé de sortir de Rivière-des-Prairies pour aller faire une première étude sur les enfants autistes qui sont justement considérés comme ayant une déficience intellectuelle, puis c'est pas du tout les beaux autistes dont on entendait parler dans le labo. Alors, juste, c'est ça. Oui. Donc, un peu de contexte. Euh, Concernant l'intelligence en autisme, il faut savoir qu'historiquement, en utilisant les tests d'intelligence plus conventionnels là, que vous connaissez sans doute, le Wechsler par exemple, on rapportait environ 75% des personnes autistes qui avaient une déficience intellectuelle associée. Euh, donc, l'idée de mes projets, c'était un peu comme dans l'adaptation d'Albert Einstein ici, de voir ce qui arrive à ce chiffre-là si on utilise des tests qui sont plus adaptés à l'autisme. Parce qu'on sait qu'il y a plein de barrières à l'évaluation en autisme. Ceux parmi vous qui ont déjà testé, ben, déjà des petits, mais des petits enfants autistes, savez, par exemple, qu'il y a plein de difficultés de langage qui rendent toute l'aspect langagier des tests difficiles, mais aussi des choses un peu banales comme la capacité de pointer qui se développe un peu plus tard ou qui peut ne pas se développer. Fait que des choses aussi simples peuvent venir nuire à la performance, puis contribuer à ce 75%-là que je vous rapportais. Donc, on est parti des connaissances sur la cognition, sur les forces qui étaient déjà étudiées au laboratoire pour dire ben, comment on peut développer une méthode qui va être plutôt basée sur leurs forces puis qui nous permet de contourner ces difficultés-là de testabilité finalement. Puis, on a décidé de la mettre à l'épreuve auprès de sous-groupes d'enfants autistes ben, qui sont souvent exclus des études, puis qu'à ce moment-là, honnêtement, il n'y avait pas grand-chose. C'était rare qu'on voyait ces enfants-là comme participants dans des études. Donc, la méthode flexible basée sur les forces, je pourrais vous en parler plus en détail si ça vous intéresse. Je vous mets ça assez rapidement ici. Euh, donc, à gauche, que vous voyez, c'est une tâche de recherche visuelle. Donc, ça avait été démontré par nous, mais aussi par plein d'autres équipes dans le monde, que c'était une force chez les personnes autistes qui n'ont pas de DI. Hein, tout le temps des personnes autistes qui sont capables de participer à des études, puis tout ça. Donc, ils trouvaient les sites plus rapidement, ils étaient plus accurate, tout ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, au lieu de leur dire trouve le X rouge à des enfants non-verbaux, vous comprenez que c'est un peu compliqué, on leur donnait la cible que vous voyez là à gauche. Puis là, j'ai fait du bricolage, moi, dans mon doctorat. Fait qu'on a coupé ça sur des petits cartons, tout plastifié, tout ça. Puis, les premiers essais, c'était vraiment juste du matching très, très simple. Donc, l'enfant comprenait qu'il devait trouver le pareil, là, en gros. Puis ça, souvent, il était habitué à faire des tâches de trouver le pareil. Puis, on calculait avec un chronomètre le temps que ça leur prenait. Puis, on augmentait le nombre de distracteurs, la difficulté, la conjonction. Bon. À droite, c'est une tâche
un peu stimulant dans le sens d'une tâche perceptive. Donc, c'est le Child Embedded Figure Test, où on doit trouver le petit triangle caché dans une figure globale. Ça aussi, ça avait été démontré comme une force en autisme. Puis, dans ce cas-ci, ça aussi, les premiers essais sont assez simples, puis on peut montrer à l'enfant, tu sais, qu'est-ce qu'on attend de lui. Puis ensuite, ben, on lui montre, on enregistre, même chose. Normalement, il y a une consigne de ne pas tourner la forme, mais là, on l'a enlevé pour tout le monde. Fait que vous voyez un peu les adaptations qu'on a faites, c'était pour avoir une approche un peu universelle qui marcherait autant pour les neurotypiques, tu sais, nos enfants contrôle, que pour nos enfants autistes. Parce que les enfants contrôle, ben, ils comprenaient la consigne de ne pas le tourner, puis ils ne le faisaient pas. Les enfants autistes le faisaient, puis des fois, il a la forme cachée à l'envers. Fait que c'était comme adapté, en fait, de faire ça. Mais là, normalement, il aurait fallu leur mettre une erreur. Fait que là, on a juste considéré que c'était une bonne réponse pour tout le monde, puis on a enlevé cette consigne. Au centre, vous voyez une version des matrices de Raven, si vous connaissez un petit peu les matrices. Ça, c'est une version, c'est la version couleur des matrices, mais qui est vraiment dans une petite valise. Donc, toutes les petites matrices sont comme ça, puis on peut vraiment prendre la pièce puis la mettre dans le trou. Donc, ça marchait vraiment mieux, en fait, pour les enfants autistes que de pointer tout simplement dans le petit cahier. Donc, c'est la version qu'on a utilisée ici. Puis encore là, ben, je pourrais vous dire plein d'anecdotes de testing là-dessus parce que ça a l'air simple, mais c'était vraiment pas si simple que ça, finalement, parce que les enfants qu'on a testés pour ce papier-là, c'était 30 enfants autistes d'âge scolaire, donc 6 à 12 ans. Là, vraiment, on est allé dans une école comme mentionné, là, c'était là qu'on a commencé. Puis, il était vraiment sans langage oral. Fait que vous imaginez, les enfants de 6 à 12 ans là, qui ne parlent pas, ça reste. Ils étaient tous dans une école spécialisée, donc considérés comme ayant déficience intellectuelle. Puis, voilà. Et aucun a réussi à faire le Wechsler. OK? Aucun des sous-tests. Ça vous donne une idée, on l'a testé avec tout le monde. On allait à l'école, là, bien sûr, pour le faire. Alors, mais d'abord, à votre avis, combien ont réussi à faire les tâches que je vous ai montrées juste avant, sur les 30, mettons, en proportion ou en... 27. Puis ceux qui savent n'ont pas le droit de le dire. 27, OK? OK. Puis là-dessus, combien avaient une déficience intellectuelle si on, mettons, au Raven, là, parce qu'on n'avait pas le Wechsler, fait qu'on ne peut pas savoir. 5. OK. Parfait. Fait que c'est... Moi, je participe. Oui, y a-t-il d'autres réponses, d'autres idées? C'est des enfants, quand même, qui sont tous considérés comme MDI, là. OK? La moitié. OK. C'est ça. Nous, on s'attendait à ce que ce soit plus proche de ça, ou même peut-être plus, parce qu'on dit 75% des jeunes autistes ont une déficience à ce moment-là. Puis on se dit, là, on est dans une école spécialisée avec des enfants qui sont tous considérés des. Fait que si on en trouve un pas d'II, on est content, là, tu sais. Mais c'est vraiment pas ça qui s'est passé. Finalement, 26 sur 30 ont réussi à faire les 3 tâches, mais 27, il y en a 27 qui en avaient fait 2, je pense, là, de mémoire. Fait que vraiment proche. Il y en avait 65% qui avaient une intelligence considérée normale au Raven, c'est-à-dire qui était en haut du 5e percentile. Ce test-là ne discrimine pas en bas du 5e percentile là, avec les normes qu'on avait à ce moment-là. Maintenant, il y a le Raven 2, que ça c'est plus les mêmes problèmes, mais voilà. Donc, ce qui représente quand même 17 enfants sur les 30, là, ce qui était vraiment beaucoup plus élevé que ce qu'on pensait. Et qui représente en fait une amélioration de la testabilité de 87% versus on avait juste fait un Wechsler plus classique finalement. Avec ces enfants-là, on ne fait pas discriminer entre eux finalement. Ensuite de ça, ben, les tâches perceptives que je vous ai montrées, hein, parce que ça, on savait qu'il y avait des forces là-dessus. On ne savait pas si c'est le cas chez les pauvres autistes ou je ne sais pas comment les appeler, mais ces autistes-là que nous, on est allés évaluer. Puis, on ne savait pas aussi si ça servait à quelque chose, parce qu'une autre chose que les gens disaient, c'était ben oui, c'est bien beau, là, tu as trouvé des formes dans les ça sert à quoi? Ça ne sert à rien dans la vie. Fait qu'on est allé voir si tu corrélais, par exemple, avec le Raven. Puis, la réponse, c'est oui. Fait que les forces en perception, elles étaient présentes dans ce sous-échantillon-là et ils étaient corrélés à l'intelligence. Là, je vous ai mis un des résultats ici. Vous irez voir l'article si vous voulez en savoir plus. Mais ce qu'on a montré, là, c'est dans les figures cachées.
Donc, si vous regardez le score, on voit que, dans le fond, les autistes qui avaient un Raven bas, ils tendaient à avoir un score moins élevé que les autistes qui avaient un Raven normal. Puis quand on faisait vraiment une corrélation, c'était corrélé significativement. Puis c'était le cas pour la recherche visuelle aussi. D'ailleurs, les neurotypiques et les autistes au Raven normal trouvaient un nombre similaire de formes, ce qui n'était pas attendu non plus. Là, on s'entend, ne sont pas du tout appariés au QI ou au langage ou à quoi que ce soit, en fait. Fait que voilà. Après ça, on s'est dit, OK, ben, puis là, c'était toujours dans mon doc. On est retourné à Rivière-des-Prairies, puis là, on a voulu voir c'est quoi la proportion de DI, mais si on prend cette fois-ci tous les enfants qui sont évalués pour un diagnostic. Donc, quelque chose de plus représentatif. Là, on avait ceux qui sont un peu à l'extrême du spectre, plus considérés déficients et tout ça. Mais on disait, ben, à l'heure du diagnostic, à ce moment-là, le DSM-5 arrivait, on devait dire, ben, oui ou non, il y a une déficience associée hein, à l'autisme. Donc, on a réutilisé la même méthode, mais cette fois auprès d'enfants de 2 à 5 ans, donc directement après qu'ils aient reçu le diagnostic d'autisme. Puis, on peut assumer que c'est représentatif un peu plus de l'ensemble du spectre, même si c'est sûr que c'est ceux qui acceptent de participer, puis tout ça, là, vous connaissez un peu les biais dans ce type d'études-là, mais quand même, plus représentatif que bien d'autres endroits. Ouais, puis bon, ça, j'en parlerai plus tard. OK. Donc, qu'est-ce qui arrive? Là, une autre chose, c'est vrai, ce qu'on voulait faire, on a fait la méthode basée sur les forces, donc, je vous disais, avec les 3 tests et tout ça, mais on a aussi ajouté les tests conventionnels. Donc, à cet âge-là, ben, il y a des échelles développementales. On a pris Mollen, qui n'est pas super utilisé au Québec dans le milieu clinique, mais qui, en recherche en autisme, c'était vraiment lui, puis c'est encore aujourd'hui lui qui est le plus utilisé comme échelle développementale. Le Wechsler, parce que dans notre première étude, on ne pouvait pas le faire, on l'a essayé, puis ça ne marchait pas. Donc, qu'est-ce qui arrive? Avez-vous des prédictions au Mollen? Est-ce qu'on va avoir combien on va avoir de pourcentage de déficience intellectuelle évalué avec le Mollen, selon vous? Je participe pas, là. Oui, ça participe plus. 70%. 70, OK. Avec le WIPSI. Donc, le Wechsler, mais preschool. 75, OK. Puis, avec le Raven. OK, parfait. Dans une population de 2,5 ans. Mais voilà, fait que encore. Wow! Vraiment pas. Fait que 70% avec le Mollen. On avait autour de 20% avec le WIPSI, qui est plus proche des chiffres qu'on voit là aujourd'hui dans la littérature. Donc, on est entre 25-30% dans les études plus épidémiologiques, avec plein de tests différents, souvent utilisés, tout ça. Fait que voilà. Puis avec le Raven, on était à 1%, qui est à peu près ce qui serait attendu dans une population générale, là, finalement. Fait que quand on demande c'est quoi la vraie proportion de DI dans un échantillon comme ça dépend du test, en fait, qu'on utilise. J'ai juste une question pour la WIPSI. Tu sais, tantôt, quand tu disais que dans les études plus anciennes, c'est jusqu'à 75%, qui était comme le chiffre un peu. Quand vous avez vu ça, est-ce que vous étiez surpris ou c'est parce que c'était plus avec la WIS que ça sortait comme ça ou c'est la WIPSI? Qu'est-ce qui explique? Dans ces études-là, c'est vraiment plus des études comme épidémiologiques. Fait il y a déjà un mix de plein de tests, donc des échelles développementales quand les enfants sont petits, qui tendent à sous-estimer aussi nos contrôles. Là, je vous ai pas mis mais ce genre de performance-là de Mollen plus bas que Wipsy, que Raven, on le retrouvait aussi chez nos contrôles, mais les écarts étaient vraiment moins importants. Fait que quand même, ça a un impact aussi. C'est ça, au WIPSI, il faut dire qu'on a quand même utilisé une méthode flexible. Donc, on leur permettait, ils venaient des fois 16 fois à l'hôpital pour faire tous les tests, puis Fait que, si ça ne marchait pas une journée, ben, on réessayait une autre journée, on changeait de test, on changeait de test, on essayait différentes choses. Fait que ça leur permettait de vraiment un peu donner plus leur maximum déjà. Fait que c'est sûr que ça l'a joué. Puis ça reste que l'autre chose, c'est que c'est les chiffres, là, il faudrait que je revoie
Je suis plus sûre. Non, c'est ça. Fait que, parce qu'on a fait avec le whisk après, mais en tout cas, parce que c'est un projet longitudinal, mais je peux pas m'avancer, je m'en tiens plus pas. Fait que voilà, ça fait pour Oui, le je chef. comprends. Ouais. Fait qu'on avait, puis on l'a fait avec le Molène aussi, là, la version flexible et tout ça, mais c'est ça, il est vraiment compliqué. Puis les échelles développementales, pour ceux qui en ont déjà passé, tu changes de matériel à toutes les 3 secondes, là. Fait que pour les enfants autistes, que des fois, ça leur prend un peu plus d'items avant de comprendre qu'est-ce qui est attendu, tu sais, à cause des limites de langage, par exemple, ou autre, ben, on dirait que ça les déstabilisait un peu plus. Puis des fois, ils réussissaient des affaires vraiment plus loin, comme les matchings de lettres, là, à la fin du Molène. Souvent, ils étaient super bons là-dedans, mais il avait échoué les trucs d'avant. Fait que, tu sais, on faisait aussi du testing de limites pour documenter ça. Mais, tu sais, quand on regardait juste le score, ben, ça ne reflétait pas nécessairement leur capacité au complet. Puis, on a fait des sous-analyses dans ce papier-là aussi sur tout ce qui est testabilité. Puis, de manière intéressante, la testabilité n'était pas reliée à la performance finale. Fait que le fait que ça prenne plus de temps puis plus de tests n'était pas nécessairement relié au score qu'ils obtenaient. Ce qui est intéressant à savoir comme neuropsy quand on teste des enfants. Là, des fois, on assume hey, comme rien n'est pas capable, il est sûrement pas bon, mais c'est pas nécessairement le cas, puis en tout cas, sûrement pas en médecine. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ça, je vais en parler après, mais je trouve vraiment fascinant. Peut-être que tu vas en parler, mais justement, voyant ça, est-ce que il y a une prairie ou dans d'autres, est-ce que la communauté s'est adaptée depuis ces études-là? Parce que c'est quand même Oui, majeur. oui, puis on n'est pas les seuls là, qui ont fait ça. Fait que c'est vraiment, déjà, juste le 75% est passé à du 25-30 maintenant dans ce qui est rapporté. Donc, c'est majeur, là. Tu sais, on ne considère plus maintenant que l'autisme est synonyme de déficience intellectuelle. Fait que les choses ont changé. Puis les pratiques aussi, quand même, là, en clinique, c'est sûr que c'est des milieux informés de ça parce que c'est là qu'on l'a fait, auquel moi j'ai accès, mais j'ai l'impression quand même que les gens sont plus au courant de ces difficultés-là, vont utiliser différents tests. Ouais. Donc, après, ben, je suis allée faire un premier postdoc à McGill. Puis là, ce que j'ai voulu faire avec ma collègue Rakib Tesfaye, on a mis sur pied le projet qui s'appelle Autism Voices. Fait que l'idée, c'était d'utiliser le même principe d'évaluation basée sur les forces, mais là, au lieu de l'appliquer à la neuropsy, de l'appliquer pour donner une voix aux personnes autistes qui sont jamais incluses dans les études, puis pour qu'ils puissent participer, peu importe leur niveau intellectuel et leur niveau de langage. Fait que dans un premier lieu, ben, on a fait une synthèse thématique des méthodes qui existaient. À ce moment-là, c'était pour accéder à l'opinion des jeunes qui ont un handicap, donc des enfants avec handicap. Quand on cherchait à ce moment-là pour autistes, il n'y avait rien dans la littérature, pour vous donner une idée. Fait que aussi, ça a changé depuis. Puis, on a organisé un groupe de discussion. Si ça vous intéresse de lire un peu plus là-dessus, j'ai mis la référence. Avec des parents d'enfants de différents niveaux d'intelligence puis de langage. Puis, on leur a demandé ben, lesquelles parmi ces méthodes-là dans la littérature vous pensez que seraient appropriées pour votre enfant pour qu'on puisse avoir son opinion. Et pourquoi? Puis, basé ensuite sur ça, puis sur la méthode que j'avais développée là, pendant mon doc et tout, on a développé et piloté dans le fond, un protocole d'entrevue. Puis le but, c'était vraiment que ce soit un peu ben, universel, donc qu'on puisse l'appliquer avec tous les participants. Puis je vais vous montrer des exemples là, juste après. On faisait d'abord une entrevue téléphonique avec un parent avant de rencontrer le jeune pour obtenir ben, toute l'info qu'on pouvait obtenir pour comment il communiquait, c'était quoi les meilleures façons, puis on essaie de vraiment adapter l'entrevue à chacun des jeunes, dans le fond. C'était des jeunes entre 13 à 18 ans, fait qu'on documentait, ben, pour ceux de Montréal, il y avait 2 sites, là, mais ceux de Montréal étaient plus autour de 17-18 ans, ben, on documentait le passage un peu à l'âge adulte, puis qu'est-ce qu'ils voulaient pour le futur, puis ça, vous allez voir, c'était quand même intéressant. Ce deuxième papier-là, la méthode en tant que telle a été publiée aussi dans Autism, puis maintenant, est quand même utilisé dans plusieurs groupes. Là, le protocole, il est en ligne, puis je l'ai envoyé aussi à plusieurs personnes. Donc, ils l'utilisent, mettons, pour des recherches sur plein d'autres affaires, mais c'est ça, ils s'en inspirent. Puis le troisième, c'est vraiment l'analyse thématique de qu'est-ce qui est ressorti des entrevues. Bien sûr, pour les jeunes qui ont des gros déficits, plus de communication, c'était plus limité ce qui est ressorti, mais quand même, la plupart ont réussi à participer puis à donner
des informations, fait que c'était quand même intéressant. Puis ça aussi a été publié dans Autism, si ça vous intéresse. De toute façon, c'est peut-être Autism Voices, vous allez les trouver. Donc, je vous donne un peu une idée du visuel, parce que là aussi, il y a eu du bricolage d'impliqué. Donc, on utilisait le support visuel pour tout le monde. Puis là, au début, tu sais, dans une idée de Universal Design, on s'est dit ça, puis les gens étaient là, ah, moi, mon enfant, là, il va trouver ça vraiment bébé, puis là, il ne voudra pas participer, jamais arrivé. OK? Les jeunes, on leur présentait comme ça c'était au début, comme, ah, tu sais, tu vas voir, j'utilise les images, c'est pour que tous les jeunes puissent participer, tu n'es pas obligé de les utiliser, je vais les mettre là, tu n'es pas obligé de les toucher, whatever. Puis là, on disait, bon, tu vois quelqu'un qui est stressé, quelqu'un qui est relax, puis là, on avait le School, Friends, Family, puis le futur. Puis on leur demandait de mettre dans l'ordre du plus stressant au moins stressant. Donc, le number one that worries you the most, bla bla. Puis, on organisait l'entrevue comme ça. Donc, on parlait en premier des choses les plus stressantes, puis on allait vers les moins comme ça. Puis, quand on avait fini, on tournait la petite carte. Puis, tu sais, les jeunes verbaux, ben, ils tournaient la petite carte eux-mêmes, puis tout. Puis, ça a juste comme structuré l'entrevue pour tout le monde, puis ça a quand même bien marché finalement. Puis pour faire comprendre des choses comme le futur à certains jeunes, c'était pas évident qu'on travaillait avec des spécialistes là, des alternative communication. Puis ça, c'est une des façons qu'on a trouvé. Donc, on disait, par exemple, on avait des petites cartes, là, aujourd'hui, tu as 17 ans, par exemple, après, ça va être ta fête tel jour, on avait déjà. Ensuite, tu as 18 ans, ça va être ta fête, tu vas avoir 19 ans, là, tu vas avoir plusieurs fêtes, puis là, ça va être le futur, ça va être un adulte, tout ça, c'est de ça qu'on va parler maintenant. On veut savoir qu'est-ce que tu veux faire. Là, on leur donnait plein d'exemples d'emploi, de où ils voulaient rester, avec qui, qu'est-ce qui les intéressait. Donc, ça a quand même, ben, étonnamment, oui ou non, là, mais bien marché. Puis les parents, souvent, ils étaient quand même surpris que leurs enfants aient pensé au futur. Il y en a plein qui étaient comme, ah, je pense pas que c'était déjà posé ces questions-là. Puis finalement, ils répondaient super comme clairement, je veux pas vivre dans un je me souviens, ils voulaient pas vivre à la campagne, puis ils vivaient à la campagne en fait. Ils étaient comme, je veux pas vivre à la campagne, la ville, la ville, la ville. Puis là, la mère était comme, OK! Vraiment, genre ça lui plaît pas. C'était quand même intéressant de voir ça. Puis je vous ai mis d'ailleurs quelques petites quotes là, de la perspective future. C'était beaucoup des enfants anglophones, là, c'était à McGill. Donc, je les ai mis là. Mais tu sais, c'était intéressant de voir des participants de 13 ans qui pensent aux bills et stuff. Tu sais, ils avaient quand même réfléchi à bien des choses là, pour des jeunes de cet âge-là. Tu sais, même neurotypique, moi, je sais pas, je pense pas que je pense à ça à 13 ans. Là. Puis voilà, puis ça, c'est un jeune qui était comme, il parlait vraiment pas beaucoup, puis ça, c'est parmi les choses qu'il a dit qui était le plus clair, puis qui a vraiment répondu, puis qui était engagé. Puis vous voyez, il disait qu'il voulait vivre dans un cinéma, puis il tripait vraiment sur les rolling credits, là, à la fin des films, puis tout ça, puis fait que, il parlait de ça, puis il était super animé, puis, tu sais, on peut se dire, ah ouais, ça veut rien dire, mais il était engagé, il communiquait avec nous, puis il nous parlait de choses qu'il aime et qu'il veut dans son futur, en quelque part. T'sais. Fait que, c'est ça, on peut le voir comme ça, puis se dire, ben, il faut quand même qu'ils puissent nous le dire, ces gens-là, puis qu'on les inclut dans les études. Les autres thèmes qui étaient ressortis, c'était vraiment, je les ai mis ici, mais contrairement à ce qu'on pense, ben, il y a vraiment une volonté d'avoir des relations sociales, d'avoir un réseau. Bien sûr, à leur terme, à eux, ils ne veulent pas nécessairement avoir 40 amis, mais ils en veulent. Puis des relations amoureuses aussi. L'autisme était souvent très intégré dans leur identité, ils ne voulaient pas nécessairement qu'on leur enlève ça. Il y en a, oui, qui disaient que s'ils pouvaient, mettons, prendre une pilule, ils le feraient, mais la plupart étaient comme non, c'est mon cerveau, il fonctionne différemment, puis c'est ma force aussi. Puis ça, c'était quand même cute. Ils avaient sûrement intégré des choses que des parents ou des intervenants leur ont dit, mais quand même, c'était très intégré dans leur propre identité. Il y avait beaucoup de recherche d'autonomie des parents, de comme plus tard, je veux vivre de manière indépendante, avec comme des objectifs comme ça. Puis l'école, ben, c'est vraiment, c'est presque tous, ben, je me souviens plus du pourcentage, ils l'ont mis comme le premier, le plus gros stresseur au début. Mais il disait aussi des choses comme c'est la seule place où je me fais des amis, que j'interagis avec des pairs, que j'apprends. Il y en a beaucoup qui nommaient qu'ils aimaient apprendre, puis qu'ils voulaient avoir cette opportunité-là d'apprendre. Mais c'est ça, c'est en même temps ultra stressant, les examens, les amis, tout ce qui vient avec les environnements bruyants, les grosses polyvalentes, des choses comme ça. Il y en a qui étaient au cégep, là, rendu là, fait que c'est un autre niveau aussi de, mettons, déficience sensorielle.
Puis, le dernier, stress et anxiété, c'était vraiment quelque chose qui ressortait à l'âge, beaucoup, beaucoup d'anxiété chez ces jeunes-là. Puis, très peu de moyens parce qu'on explorait comment ils dealaient avec différentes émotions. Puis souvent, ils nous disaient des choses, tu sais, qu'est-ce que tu fais quand tu es stressé, quand tu es anxieux? Puis là, ils nous disaient comme, I wait, I sleep, I don't know. Fait qu'il y avait comme très peu de moyens. La plupart n'avaient pas vraiment développé de moyens de réguler ces émotions-là, de dealer avec ce stress-là. Fait que c'est vraiment à partir de ce moment-là que je me suis dit, OK, c'est ça que je veux faire. Je veux m'assurer que ces jeunes-là ils reçoivent de l'aide. Tu sais, il y a des choses de base qui pourraient être faites puis que sont pas faites en ce moment. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, il faut que je ramène la santé mentale puis l'autisme ensemble avec comment utiliser leurs forces pour favoriser vraiment leur bien-être. Donc, d'abord, quelques chiffres sur santé mentale et autisme parce que c'est pas trivial. Je vous ai mis deux études. Donc, la première qui date un peu, mais c'est une des seules là, qui est vraiment sur les enfants et adolescents, puis qui a fait, en tout cas, c'est pas juste dans le dossier, c'est vraiment ou juste épidémiologique dans leur vie. C'est vraiment, ils ont fait des entrevues avec des enfants, puis ils ont vu les parents, il me semble, puis ils rapportaient ces pourcentage-là. Fait que quand même, vraiment beaucoup, là, il y en avait 41% qui ont deux ou plus diagnostics, puis 24% qui en ont trois ou plus diagnostics, qui répondaient aux critères de diagnostic de santé mentale. Puis les plus fréquents, ben, les troubles émotionnels, donc dont des troubles anxieux, là, entre autres. Puis en bas, ben, c'est une méta-analyse par l'âge, justement, avec qui j'ai fait mon deuxième postdoc. C'est tout âge confondu, mais vous voyez des chiffres un petit peu similaires. Puis, tu sais, ce qu'il faut retenir, c'est juste les difficultés de santé mentale, c'est pas comme une exception ou de temps en temps, ah oui, il y a ça avec, c'est la majorité ont des difficultés de santé mentale. La plupart, c'est même de l'ordre d'un diagnostic. Puis, si on parle juste de symptômes, mettons, anxieux, on pourrait s'approcher vraiment du 100%. Donc, je vous présente rapidement une des deux études sur lesquelles, une des études, c'est pas des deux, mais sur lesquelles j'ai travaillé pendant ce deuxième postdoc-là à CAMH. Donc, CAMH, c'est le plus gros hôpital universitaire, le Teaching Hospital en santé mentale au Canada. Moi, j'ai découvert ça là, justement, c'est énorme. Il y a d'ailleurs des psychologues cliniciens là-bas. Ici, c'est juste des médecins qui peuvent faire ça, mais là-bas, il y a des psychologues cliniciens. C'est vraiment le fun. Puis, bon, je ne vais pas passer tous les détails, elle vient d'être publiée d'ailleurs. Mais c'est une étude sur dossier qui portait sur 345 adultes, cette fois-là, qui se sont présentés aux urgences psychiatriques. Puis, ça totalisait 1027 visites, donc il y en a qui sont venus plusieurs fois. En fait, ça allait de 1 à 65 visites en 3 ans. On avait une période de 3 ans. Fait qu'il y en a vraiment clairement, on ne répond pas à leurs besoins, là, s'ils ont besoin de revenir aussi souvent. C'est quelque chose qu'on voit dans la population générale aussi, là, ceux qui travaillent dans les urgences psychiatriques le savent, là, il y a des gens qui sont comme abonnés, là, mais tu sais, c'est ça, il y a quelque chose qui se passe. Donc, je vous ai mis un peu, description des participants. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a séparé ceux qui sont venus juste une fois versus les autres, juste pour voir en quoi ils différaient. Puis sur le plan plus de âge, sexe, genre, orientation sexuelle, puis même pourcentage de déficience intellectuelle, il n'y a pas de différence significative. Fait que c'est assez similaire dans les différents groupes. Vous voyez, on est à peu près autour de 20% de déficience intellectuelle, donc c'est pas tant que ça. En tout cas, ça ressemble à ce qu'on retrouve dans la population plus générale. Là. Fait qu'on dirait que, en tout cas, dans cet échantillon-là, en psychiatrie, ils ne sont pas nécessairement surreprésentés. Puis, il y avait plein d'autres résultats, mais je vous les montre rapidement. Une des choses qui nous intéressait, c'était de voir la plupart de ces études-là, ils combinent les Neurodevelopmental Diagnosis avec toutes les autres. Là, ici, on les a séparés juste pour voir ça ressemble à quoi. Puis, vous voyez, même dans une population psychiatrique, je vous disais la déficience intellectuelle autour de 20%, mais le TDAH aussi. Fait que quand vous voyez des études en autisme qui parlent de 80%, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe, mais non, c'est vraiment pas ce qu'on a trouvé. Puis, dans une autre étude que je vais vous montrer aussi. Fait
je pense qu'il y a quand même à se questionner sur ce diagnostic-là surajouté à l'autisme. Puis les psychiatric diagnosis, donc plus santé mentale, qui était le plus fréquent, avec à peu près un tiers. Puis là, c'est pas mutuellement exclusif, hein, vous comprenez qu'ils peuvent avoir un peu tout ça. C'était avec dépression, anxiété, qui étaient les plus fréquents. Des adultes, hein? Ouais, ça, c'est des adultes. Il y avait de 16 ans à genre 60, là. Mais oui, fait que c'est ça aussi, le ADHD, je pense qu'on a tendance à l'être beaucoup. Ouais. Mais si dans leur chart, ever, on le documentait quand même. Parce qu'on avait accès, c'était vraiment sur dossiers médicaux, là. Fait que, il y en a qui avaient des diagnostics historiques, là, disons, de TDAH, puis ils sortaient là. Mais effectivement, si on se présente à l'urgence, qu'on n'en parle pas de notre TDAH, qu'il n'y a pas accès, puis que c'est pas ça le problème en ce moment, il ne va pas sortir là. Fait que oui, effectivement, il faut prendre ça en considération. Puis je vais vous montrer juste après, dans un peu la même méthode, mais dans une population enfant-ado, puis les chiffres sont un peu différents. Puis les seules choses, il y en a plusieurs, là, mais dans les diagnostics qui distinguaient nos single-time et recurrent visitors, c'était les substance use disorder, puis borderline et post-traumatic stress disorder, ce qui est très similaire à ce qu'on trouve en fait dans la population générale. Donc, on peut penser que c'est des gens quand même qui ont des historiques plus de trauma complexe, développemental et tout ça, mais autisme en plus. Donc, voilà. Voilà. Donc, je vous parlais de l'autre étude après. Donc, depuis que j'ai commencé mon poste ici, puis comme chercheur à Rivière-des-Prairies, on a mis sur pied avec mon étudiante Audrey, puis bon, d'autres maintenant, une étude sur dossier, donc assez similaire, mais à la clinique d'intervention TSA de Rivière-des-Prairies. Donc, c'est une clinique de pédopsychiatrie générale, mais qui est vraiment spécifique pour les jeunes qui ont un diagnostic de TSA. Donc, c'est une des seules, en tout cas, que je connais, moi, au Québec, qui est dans le réseau public, là. Puis, donc, ils doivent présenter une problématique surajoutée de santé mentale, là, parce que c'est la pédopsychiatrie, mais ils représentent vraiment tous les niveaux langagiers, intellectuels, puis vraiment beaucoup de diversité aussi sur le plan, c'est très multiculturel, multiethnique. Il y a beaucoup de gens, des nouveaux arrivants, par exemple, tout ça, de par aussi le territoire que Rivière-des-Prairies dessert. Fait que ça en fait une population particulièrement intéressante à étudier pour ça. Donc, Audrey, c'est son doctorat, que vous connaissez peut-être, qui est au doctorat en psychologie clinique. Donc, travaille depuis 3 ans maintenant à extraire les données de ces dossiers-là. Puis, c'est vraiment, on a tout co-développé avec les cliniciens. Donc, la grille, aller voir dans les dossiers, OK, comment on compte telle affaire, parce que là, veut pas, on essaye de mettre des dossiers cliniques dans les cases, là, c'est ça qu'on essaie de faire quand on a un chart review. Fait que, c'est tout un travail, en tout cas. Mais puis là, les données que je vais vous présenter, c'est les 101 premiers dossiers, mais on est maintenant à 410, puis on a l'accord éthique là, pour on devrait être autour de 1000 là, à la fin de l'été, fait que ça va faire quand même une belle banque de données. C'est assez unique parce que ces jeunes-là, jusqu'à maintenant, à cette clinique-là, il n'y avait pas du tout là, de recherche, fait qu'on ne savait même pas il y avait quel âge en moyenne, mettons. Ça va être quand même intéressant, déjà juste pour la clinique, de savoir toutes ces choses-là. Puis il y a eu beaucoup de back and forth, puis justement, on ramène toujours les données aux différents cliniciens, puis tout ça, on essaye que tout le monde se parle. Je vais vous en parler un petit peu plus tard de comment on fait ça. Donc, c'est assez préliminaire, là, ce que je vous présente, c'est ça, j'ai pas eu le temps de rajouter les 410 dans les chiffres. Mais juste qui sont ces jeunes-là? En moyenne, il y avait 12,6 ans, fait que presque 13 ans, mais ça va de 5 à 17, puis c'est bon, 17 parce que c'est la fin de pédopsychiatrie. Puis, ils ont eu leur diagnostic d'autisme en moyenne à 8 ans, mais ça allait de 21 mois à 17 ans, puis c'était à peu près 50% avant puis après 6 ans. Donc, on a autant du diagnostic plus tardif que du diagnostic vraiment en bas âge. Puis, différentes origines ethniques, là, je ne les ai pas détaillées, avec la proportion, le ratio gars-filles qu'on s'attend dans la population. Donc, c'était une première question, est-ce que, par exemple, les filles sont surreprésentées versus les gars? Pas vraiment, en tout cas, dans cet échantillon-là. Puis, on a un 5% là, issu plus de la diversité de genre. Voilà. Quel est leur profil clinique? Déjà, leur
profil intellectuel. Combien ont une DI dans cette population-là, dans leur diagnostic officiel, dans leur dossier médical, à votre avis? Ils utilisent quoi comme HM? Il faut que ce soit, tu sais, dans le... Pour qu'on le cote, c'est que c'est pas nécessairement objectivé. Parce que le psychiatre va dire, OK, ben, c'est un autiste avec ou sans déficience intellectuelle, ou avec retard intellectuel modéré, ou avec, tu sais, là, il y a toutes sortes de formulations différentes d'un psychiatre à l'autre et d'une année à l'autre et tout ça. Mais, c'est ça, combien vous pensez qu'ils sont notés comme ayant une déficience intellectuelle? 75%. On revient à notre 75. Pourquoi on serait plus élevé? Parce que c'était ça qui était documenté avant. OK. Si on n'utilise pas les bons. Les bons tests, ouais, si on y va juste comme au pif. OK. OK. La réponse, en fait, c'est autour de 33%, 32,67 pour être exact. Mais vous voyez un peu les catégories ici, là. Il y en a que c'est DI, mais ce n'est pas spécifié le niveau nécessairement. Puis, sachez que ça, il y en a beaucoup qui n'ont pas eu de test neuropsy nécessairement, ou que les tests neuropsy datent de, il y a 6 ans, maintenant, ils en ont 17, là. Fait que, voilà. Mais le psychiatre va quand même dire, ah, ben, mettons, de la vie profonde, on va dire, ou modérée ou limite. Fait que ça vous donne une idée. Puis, pour ce qui est des atteintes langagières, là, on était, vous voyez, dans le non-verbal, si on prend vraiment juste ceux que c'est vraiment écrit non-verbal, on est autour de 6%. Mais si on combine avec ceux qui ont des difficultés de langage sévères, bien là, on est quand même à un chiffre qui est plus proche du 30% qu'on voit des fois dans les études, là, de comme 30% qui ne développent pas de langage ou qui ont vraiment des difficultés de langage importantes. Ouais. On compare avec les tranches d'âge. Est-ce que c'est des choses qui sont adaptées dans l'autisme multimodal? Souvent, je pense, des retards de développement. Est-ce que soit ça peut jouer sur les diagnostics parce que c'est comme, ben, il va dans la catégorie, justement, la forme de développementale et à ça avancer. Oui, ben, c'est une bonne question parce que tous ces tests-là sont normés dans des populations neurotypiques. Fait que c'est vrai un peu pour tous les types de difficultés, mais en autisme, puisque les étapes développementales ne sont pas nécessairement pareilles, puis qu'on a des profils cognitifs très hétérogènes, ben, on se retrouve avec des QI qui sont non interprétables souvent parce qu'on a un score dans la moyenne supérieure dans le non-verbal. On va dire, là, je mets ça vraiment simple, mais puis vraiment des moyennes, mettons, en verbal, parce que le jeune, il y a vraiment des retards importants en langage, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait? C'est là que c'est dur à interpréter, puis de voir qu'est-ce qu'on fait comme intervention, qu'est-ce qu'on dit aux parents. Fait que c'est ça. Si le test était normé avec des personnes autistes, ben on dirait ça, c'est la moyenne. Il serait dans la moyenne des personnes autistes au niveau du langage, mettons. Mais c'est ça, fait qu'on interprète un peu tout ça. Mais là, souvent aussi, il faut savoir en psychiatrie, qui va motiver un peu ça aussi, c'est le niveau de soutien que l'enfant a besoin. Des fois, ils vont me dire, ben, on le sait là, qu'il y a des forces un peu, ce jeune-là, que si on allait vraiment le tester avec des tests pendant 6 mois, là, on réussirait à avoir des forces. Mais on l'a mis des modérés parce que dans le quotidien, là, les parents ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de tout le soutien aussi du gouvernement puis tout ça. Fait, en termes de diagnostic officiel, c'est ça qu'il a besoin, ce jeune-là. Puis c'est tout à fait légitime aussi. Là, fait, c'est ça. Il faut nuancer après avec la réalité clinique. Ouais. Est-ce qu'il y a un chevauchement entre ceux qui ont une atteinte langagière et ceux qui ont un... Oui, 100%. Même très, très proche. Là. Ben, surtout que c'est pas objectivé souvent le QI, ben, on se fie beaucoup sur le niveau de langage, je veux pas pour. Ouais. Le profil clinique au moment où il arrive à la CITSA ou c'est comme depuis. Ouais, c'est une bonne question. Ça, c'est le genre d'affaires qu'on a échangé beaucoup avec les clients, justement, des back and forth. Dans le fond, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris l'épisode de soins le plus récent. Puis, on regarde les diagnostics initiaux, donc tous ceux qui sont au dossier à ce moment-là. Puis après, on a des cases pour dire il y a eu un ajout de tel diagnostic ou un retrait des fois de tel diagnostic. Puis là, on a les diagnostics comme finaux avec ces changements-là.
Fait qu'on documente, dans le fond, les diagnostics initiaux, c'est tout ce qui est encore là au moment où il arrive à la CITSA. Puis on va documenter quand même s'il y a eu des diagnostics dans le passé qui ont été enlevés, genre un TOC qui est en rémission ou des choses comme ça. Des fois, sont notés, on va le documenter. Mais ouais, ça arrive pas. Mais c'est ça, c'est compliqué. OK. Pour le TDAH maintenant, combien dans cette population-là? 35, OK. Oui. OK. On était à 43. Fait que vous voyez, en enfance, là, on tombe à vraiment des chiffres un peu plus élevés, puis c'est sûr qu'on est en pédopsychiatrie. Fait que ça reste que des études à 80% qui sont pas en pédopsychiatrie, c'est comme bizarre. Mais voilà, ça me donne quand même une idée de. C'est comme clinicien, puis à la CITA, ils ont vraiment cette notion-là, les psychiatres, de s'ils mettent un diagnostic de plus, c'est que ça dépasse les difficultés qu'on s'attend déjà dans le cadre de l'autisme, de la présentation autistique. Fait que, par exemple, des troubles d'anxiété sociale, dans cette population-là, je l'ai montré, il n'y en a pas tant que ça. Parce que ça fait un peu partie de l'autisme, tout ce qui est anxiété. Puis s'ils le mettent, c'est que ça dépasse là, ce qu'on s'attend en autisme. Puis ça, c'est pas les pratiques partout nécessairement. Des fois, quand ils sont ballottés puis pas nécessairement suivis, ben, il y a des diagnostics qui apparaissent et qui s'ajoutent dans leur dossier au fur et à mesure. Parce que si on regarde juste s'ils cochent les cases pour l'anxiété sociale, souvent oui, là, mais voilà. Pour ce qui est des autres troubles neurodév, je vous les ai mis ici, là, les plus fréquents, c'est les troubles tics, troubles développementaux, la coordination. Ça, c'est quand même intéressant parce que il y a des études qui parlent plus de 90% que ça va ensemble, puis avant, on ne pouvait pas les diagnostiquer ensemble. Fait que ça est à vous, sur neuropsy, de déterminer qu'est-ce qu'il y en a parce que je pense qu'on ne sait pas trop pour tout ça. Puis bon, dysorthographie, dyslexie, les troubles de modulation sensorielle. C'est un peu une situation difficile, là, cette histoire diagnostique-là, parce que selon les pratiques, s'il y a des groupes de cliniciens qui décident de ne pas donner un deuxième diagnostic, ce qui peut être en partie expliqué par le premier, Ouais. ça a été un peu la marche à suivre, l'ancienne marche à suivre, si on veut. Fait que les vieux, souvent, ils ont reçu un diagnostic, mais pas parce qu'ils n'ont pas d'autres symptômes, mais parce que c'est la pratique à ce moment-là. Exact. De dire, ben, si t'en as un, puis il explique pas mal, tu serais fin. Oui, on arrête de mettre 1000 affaires, c'est ça. Ouais. Ouais. Puis là, dans le nouveau, c'est ça, on peut mettre le TDAH, on peut mettre le TDC. Fait que là, mais là, si, dans une étude, s'il y a 90-95% d'overlap, ça veut dire quoi? C'est ça. Fait que c'est un peu la question. Puis le TDC, j'ai l'impression que c'est pas très réglé. Puis c'est les difficultés plus exécutives, on va dire. En autisme, clairement, c'est relié à l'autisme. Fait que, est-ce qu'on met un TDAH ou non en plus? C'est une question ouverte, là. J'ai pas la réponse nécessairement. Vous me direz. Qu'est-ce que vous en pensez? On rentre plus dans les conditions de santé mentale. Ah, tiens, on le voit, il y a un petit truc qu'il fallait que je fasse au début. OK. Là, vous voyez, je vous les ai mis. Ils ne sont pas dans l'ordre des plus fréquentes, mais je les ai comme regroupés là. Fait au début, plus bon, troubles d'adaptation, sommeil, dépressif. Puis après, on a tous les troubles anxieux plus au milieu, les TOC, puis tout ce qui est plus troubles des conduites par la suite. Fait que ça me donne une idée. C'est assez distribué. Il y a beaucoup d'overlap entre tout ça aussi. Ce n'est pas mutuellement exclusif. Puis on a documenté aussi tout ce qui était des difficultés, mais qui n'atteignent pas un seuil diagnostique. Donc, parce qu'il y a plein de choses qui ne se retrouvaient pas dans les cas diagnostiques, mais qui étaient notées dans les dossiers, comme problèmes relationnels et familiaux, des problèmes de régulation comportementale, des problèmes scolaires, parce que c'est tous des jeunes qui sont en rupture de fonctionnement d'une manière ou d'une autre, là, qui arrivent à la CITA. Donc, voilà, fait qu'on les a documentés un petit peu comme ça. Puis bientôt, on va faire on va comparer, par exemple, ceux qui ont une déficience intellectuelle sur les ces différentes variables-là, puis sur les motifs de consultation aussi, qui sont bien sûr très proches des symptômes que je viens de vous énumérer. Mais vous voyez un petit peu ce qui amène là, ces jeunes-là à consulter en pédopsychiatrie. Et je pourrais y revenir si vous voulez. Ouais. Mais parce que ça explique quand même, parce que c'était ma question, parce que les motifs de référence chez cette population-là sont généralement ceux qui ont passé des difficultés avec les CRDI puis se retrouvent en psychiatrie. Ouais. C'est généralement les enjeux comportementaux. Oui. On voit la courbe, parce que les DI profondes devraient être moins représentés que les DI sévères et les DI modérés. Ils se retrouvent à peu près équivalents aux DI sévères.
c'est ça. On Puis a là, le TDAH puis les Gilles de la Tourette qui ont des enjeux plus des important, comportementaux qui sont déjà plus importants. Oui, On est c'est dans ça. une Puis là, c'est pour convergence. ça aussi qu'on veut un peu séparer là, dans les prochaines. Ben, ceux qui ont une DI, par exemple, ben, c'est sûr que c'est un profil différent. Après, la souffrance, ça s'exprime-tu juste différemment, puis que c'est les mêmes difficultés? Tu sais, ça, c'est une autre question, là, parce que tu sais, un jeune qui n'a pas de langage, qui n'a pas de. Tu sais, on a trouvé, par exemple, pour la suicidalité, là, on a fait des analyses récemment, il y a moins de DI, mais comment on exprime qu'on est suicidaire, tu sais, c'est ça. Fait il y a plein de choses comme ça qui sont pas simples à départager, mais effectivement, dans une population psychiatrique, comme tu as raison. Puis dans les services, on a documenté ça aussi. Donc, la moyenne, c'est 20 mois. Donc, vous voyez, c'est des jeunes qui sont quand même suivis relativement longtemps, mais qui sont quand même, dès qu'ils sont plus stables, entre guillemets, ils sont retournés vers les services plus de deuxième ou première ligne selon de où ils arrivent. Puis c'est vraiment variable. Fait il y en a qui vont être vus juste une fois, puis là, finalement, OK, on retourne au médecin de famille, par exemple. Puis il y en a qui vont être vus, bon, 95,5 mois, puis c'est pour finalement toute leur enfance jusqu'à temps qu'ils tombent au service adulte. Je vous ai mis les chiffres des. Bon, c'est juste à titre indicatif, là, mais on s'intéresse par exemple à ceux qui reçoivent de la psychothérapie avec des étudiantes. Parce que, bon, c'est un petit biais que j'ai là, de voir comment on fait de la psychothérapie avec ces jeunes-là, puis pourquoi, puis qu'est-ce qui les aide, puis comment on adapte la psychothérapie pour répondre à leurs besoins. Puis, psychopharmaco, ça ne veut pas dire que les autres, il n'y avait pas de médicaments, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de changement, d'intervention au niveau de la psychopharmaco. La grande majorité ont une psychopharmaco quelconque au moins. Ouais. Voilà. Donc voilà, j'arrive à la fin pas mal. Je veux vous parler de, ben, rapidement des petits trucs en cours puis à venir, mais je pourrais vous en parler un peu plus. Donc avec mon étudiante Mégane Plourde, là, elle s'intéresse vraiment à la psychothérapie. Puis je le dis ici parce que si vous connaissez des psychothérapeutes, donc psychologues ou autres professionnels, qui voient des personnes autistes, on veut les recruter pour participer à l'étude de Mégane. Parce qu'on veut mieux comprendre, ben, c'est qui. Honnêtement, je ne sais jamais à qui référer ces jeunes-là. J'en reçois plein de demandes, puis comme je ne sais pas sont où les psychothérapeutes qui voient des personnes autistes, mais on en a besoin. Fait que, puis si vous, ça vous intéresse éventuellement d'en voir en thérapie de ces jeunes-là, de leur famille et tout ça, je pense que c'est vraiment un besoin. Puis au final, on n'a pas besoin d'être un expert en autisme nécessairement, il faut juste avoir de l'écoute puis s'adapter à notre patient comme avec n'importe qui d'autre. Mais souvent, ils se font dire ah, je connais pas ça l'autisme, je suis désolée. Puis, fait ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent. Les parents sont un peu désespérés des fois. Enfin, voilà. À Giant Step, on vient d'avoir un financement pour faire un projet là-bas pour adapter des outils de psychothérapie, ben, des outils ACT, là, fait que c'est des jeunes qui ont une DI là-bas, qui ont beaucoup, ben, il y en a beaucoup qui sont peu verbaux, puis c'est eux en fait qu'on va cibler dans le projet. Donc, on va essayer de voir avec les enseignants, puis avec les jeunes eux-mêmes, en utilisant les trucs, les méthodes de Voices, pour voir ben, qu'est-ce qui est difficile pour eux à l'école, sur le plan bon, santé mentale, bien-être, tout ça, puis comment on peut les aider à adapter ces outils-là. Issus de l'acte parce que, bon, en tout cas, je vous en reparlerai si ça vous intéresse, c'est un autre de mes intérêts. Puis, ben, projet, c'est ça. La suite, le but, là, ça va être de recruter plus en prospectif. Là, on a fait tout le chart review. Mais le but, ça va être de, par exemple, à partir de bientôt, ben, recruter les familles, leur demander s'ils sont satisfaits avec les services, qu'est-ce qui les a aidés, qu'est-ce qui les a pas aidés. Même chose pour les jeunes. Avoir des outils un peu dans un. L'idée, ça serait éventuellement de mettre en place un système de santé apprenant qui vraiment prend en considération la voix de ces patients-là qui souvent est oublié dans tout ça, puis dans ben, la pédopsychiatrie en général, là, quand même, c'est important de savoir si on les aide ou pas, puis des fois, c'est pas si évident de savoir, tu sais, comme clinicien aussi. Voilà. Puis je termine en vous parlant du CREA, parce que c'est un regroupement, dans le fond, c'est les 7 chercheurs maintenant. Alexia, qui nouvellement se joint à nous. On l'a su hier, là, je l'ai rajouté dans le présentation. Donc, on était, dans le fond, c'est un peu, on a tous été formés de près ou de loin par Laurent, puis après Isabelle, puis tout ça. Mais maintenant, ça fait qu'on est 7 chercheurs en autisme, ben, basés à Rivière-des-Prairies, mais dans 4 universités différentes.
Puis 5 départements différents aussi. Ça fait que ça fait en sorte qu'on a vraiment une belle diversité, puis ça va de la recherche très fondamentale, puis sur le diagnostic, puis sur la pratique, puis les interventions, avec l'accès là, maintenant plus ce qui est politique, puis policy, je ne sais pas comment dire plus en français, c'est moins bien politique, mais voilà. Puis, ce qu'on a voulu, c'est ramener, parce qu'à Rivière-des-Prairies, quand Laurent il a commencé, ben, il n'y avait pas autant de règles, puis d'administration, puis de bureaucratie. Ben, bon, il y a des désavantages à ça, mais il y avait des avantages aussi parce que la clinique, la recherche était imbriquée. Tous les patients faisaient de la recherche, tout le monde, c'était le fun pour la recherche, mais c'est ça. Maintenant, ben, c'est pas comme ça. Puis avec le COVID, je veux pas, ce qui est arrivé, c'est que c'est vraiment devenu deux mondes qui se parlaient plus beaucoup. Puis il y a quand même 4 cliniques spécialisées en autisme à Rivière-des-Prairies. Une d'évaluation, celle d'intervention dont je vous ai parlé, un hôpital de jour pour les tout-petits en rupture de fonctionnement, puis une unité d'hospitalisation qui est plus des ados. Fait que là, on essaie de ramener tout ce monde-là ensemble. Puis on fait ben, une journée annuelle. On a une coordo maintenant qui est embauchée. Puis il y a des présentations étudiantes mensuelles. Puis on fait aussi de la vulgarisation scientifique. C'est ça le code QR que je vous ai mis. Donc, sur le spec, qui est bon, à la base un magazine, mais qui est aussi maintenant une chaîne YouTube, puis quelques épisodes de podcast, puis on a appliqué pour un financement pour ça. Fait que vous scannez, vous allez pouvoir vous abonner pour recevoir le magazine. C'est 2 emails par année, les 2 magazines. C'est vous, promis. Puis vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, puis aller sur la chaîne YouTube, là, les épisodes de podcast de toute façon. Puis la journée annuelle va avoir lieu le 4-5 juin prochain, idéalement avec du financement pour ça, donc vraiment amazing. Mais sinon, on va la faire quand même avec des fonds de tiroir comme on fait habituellement. Puis on a un site web qui est en construction. D'ailleurs, le code QR vous amène sur le site web là, où on a déjà mis sur le spec, mais le reste est un peu à construire. Donc voilà, le but, c'est vraiment que la clinique et la recherche se parlent à nouveau, puis qu'on fasse la recherche un peu comme là, on a fait avec la CITA, il n'y avait pas de recherche là, mais là, on veut le faire aussi dans les autres unités, que ben, les chercheurs soient au courant de ce qui se fait en clinique, que la clinique soit au courant de ce qui se fait en recherche, puis même nous, entre chercheurs, c'est rendu comme 60 quelques étudiants, on ne sait plus là, tous les projets qui se font, puis tout, fait que voilà, fait que là, en créant le groupe un peu plus officiel, ben, ça nous permet de se réunir, de savoir un peu plus qu'est-ce qui se passe, puis de collaborer ensemble. Voilà. Question pour Valérie. On a posé un peu de questions en chemin. Mais... Oui, c'est ça. Une petite question, vous avez parlé de psychothérapie tout à l'heure. Ouais. Je voulais savoir quels étaient les enjeux principaux en psychothérapie pour les personnes avec le TSA. Est-ce que c'est plus de la réhabilitation, de la cognition sociale ou du comportement? Ouais. Que... Ben, c'est une bonne question parce que ça dépend de la personne. Il y en a qui viennent, le fait d'être, si ça ne change rien dans leur vie, là, ce qui les dérange, c'est, je sais pas moi, des problèmes dans leur couple, puis tout ça. Ils vont venir consulter des choses que des personnes ne produisent finalement. Mais je pense que ça teinte un peu la thérapie, mais au final, peut-être pas tant que ça. Ça reste une relation avec un autre être humain, puis... Mais la question se pose parce que la psychothérapie, ben, c'est basé sur le langage, c'est basé sur une relation interpersonnelle, Fait que ma question, c'est un peu, ben, est-ce que ça change l'alliance, par exemple? Est-ce que ça change, puis comment on crée une alliance? Est-ce que c'est différent? C'est la même chose? Moi, de mon expérience clinique, je vous dirais, je pense que c'est pas mal la même chose au final. C'est pas si différent que ça. Puis peut-être qu'on pourrait, c'est tout le monde qui est formé comme psychologue, pourrait voir une personne de l'autisme, ils peuvent voir une personne qui a un jeu de la tourette, même s'ils ne connaissent pas ça. Peut-être qu'ils ne peuvent pas faire le truc spécifique pour les tics s'ils ne connaissent pas ça, mais l'aider avec tous les défis qu'il a dans sa vie, de la stigmatisation. Mais c'est ça, pour l'autisme en tant que tel, souvent, c'est pas ça le motif de consultation. Des difficultés dans les relations, oui. Des fois, on va faire dans les techniques un peu plus, moi, je vais prendre plus de papier et crayon, c'est de le faire comme visuellement. Puis ça, il y a plusieurs thérapeutes ça, qui disent aussi. Fait que de l'illustrer visuellement, souvent, ça aide ou de vraiment être plus directif ou plus direct. Il y a des petites différences comme ça, mais on le sait pas à quel point c'est ça qu'il faut faire ou pas. Puis probablement, c'est pas one size fits all de toute façon, mais c'est un peu ça qu'on va aller documenter.
Puis le projet MEGA, ben, on veut demander à des psychothérapeutes qui voient des personnes autistes, mais on veut aussi demander à des personnes autistes qui ont suivi de la thérapie là, dans un deuxième temps, eux, qu'est-ce qu'ils ont trouvé, qu'est-ce qui les a aidés. Puis souvent, ils ont eu des mauvaises expériences, puis ils ont eu des bonnes expériences, fait qu'ils vont pouvoir un peu nous dire qu'est-ce qu'il y a en eux. Oui. Merci pour l'invitation. Donc, récemment, dans cette étude sur les extraits, il y avait, si je me souviens bien, comme même, un bon pourcentage des enfants qui avaient des problèmes du langage modéré à sévère ou qui étaient en non-verbal, c'était, je pense, comme un peu le quota habituel. Mais ensuite, dans la présentation, c'est mentionné qu'il y avait juste à 4% qui recevaient une évaluation orthophonisée. Ouais. Comment ça se fait? Est-ce que c'est trop tôt ou est-ce que c'est quelque chose qui... Oui, ben en fait, souvent, c'est que ils vont demander une évaluation orthophonique juste si ça va. C'est ça le problème, c'est qu'ils ont besoin d'une évaluation orthophonique pour faire l'orientation du traitement et tout ça. Fait que même si, mettons, le jeune est non-verbal et tout, ils vont pas nécessairement. Tu sais, si le problème, c'est les comportements à l'école et tout, ben, il va pas nécessairement être vu en orthophonie. Il va avoir été vu avant. Mais Oui, souvent, il a dans été un vu autre avant. contexte que cette clinique-là. Exact. Puis ça, c'est juste. Ouais, même chose pour la psychothérapie. Mettons, il y en a qui avaient un psychothérapeute ailleurs. Puis là, c'est tout un petit peu. Je serais souhaitable de travailler plus avec l'orthophonie, avec ces jeunes. Ben, oui. Puis c'est ça, l'autre chose que j'allais dire, c'est qu'il y a aussi des trous de service. C'est pas parce qu'il n'y en avait pas de besoin nécessairement. Comme mettons, je pense que c'est travail social, c'est peut-être orthophoniste. À un moment donné, il y a eu un congé de maternité. Ben, pendant toute cette année, il n'y a pas eu d'orthophonie, mais c'est pas parce que, tu sais, c'est pas parce qu'il n'y en avait pas de besoin, c'est juste qu'il n'y avait personne, tu sais. Fait qu'il y a ça aussi. Mais Valérie, le but de cette clinique-là, c'est la santé mentale. Oui, hein, c'est ça. Donc, Ouais. c'est pas de la réadaptation générale. Non. Donc, c'est pour ça, s'ils veulent de l'orthophonie pour éduquer le langage, ils vont dans un autre type de clinique. Ouais, ils les renvoient, mettons, au CRD ou dans. C'est ça. Fait que. Puis ces jeunes-là reçoivent souvent des services en plus au CRD, en plus à l'école, en plus. Fait que des fois, il y a de l'orthophonie, mettons, à l'école, mais c'est ça. Mais c'est une bonne question quand même de en santé mentale, est-ce qu'on devrait travailler plus en collaboration? Puis, tu sais, un autre projet qu'on fait, c'est avec des adultes, mais à Louis-Hippolyte Lafontaine, avec des adultes bon, qui ont des, on va dire, troubles émotionnels importants et donc de comportements importants, et puis de la déficience intellectuelle. Euh, tu sais, l'équipe là-bas ont adapté de la DBT, donc de la Dialectical Behavioral Therapy, pour de la DI. Puis ils l'ont fait avec une orthophoniste qui a adapté tous les outils, justement, puis les visuels, puis tout ça. Fait qu'il y a une psychologue, une psychiatre, puis une orthophoniste pour adapter. Fait que je pense que ça serait c'est quand même intéressant de le faire comme ça, mais effectivement, souvent, puis il y en a plein qui ont juste vu un psychiatre, mais non, dans leur suivi, là, ils n'ont pas nécessairement eu d'autres professionnels. Ça répond. Il y avait une autre question. Merci beaucoup pour votre opinion. Ma question, c'est la slide où on voyait dans la clinique, il y avait 50 communicants, le genre de diagnostic, puis ça commence avant ou après, tout ça. Et je me demandais si vous aviez regardé les différences de profils pour ces enfants, pour ceux qui sont diagnostiqués plus tôt, puis plus tard. Ouais. J'imagine que le langage, qui comme facile à voir. Oui, probablement. On ne l'a pas fait encore, justement, mais oui, c'est dans les futures pistes qu'on veut regarder. Fait que ça, la déficience intellectuelle, l'âge du diagnostic d'autisme aussi. Ouais, l'âge du diagnostic d'autisme, puis l'âge de consultation. C'est parce que ceux qui arrivent en psychiatrie à 6 ans, ils n'ont peut-être pas le même profil que ceux qui arrivent en psychiatrie à 16-17 aussi. Là. Fait que, c'est toutes des variables qui sont dans le projet de Audrey. Elle va faire son examen doctoral. Ouais. Est-ce qu'il y avait des nouveaux diagnostics, des diagnostics révoqués? Oui. Ça se peut que vous avez documentés. Oui, on les a tous Pour les documentés. diagnostics différentiels. Oui. Pour les analyses, ben, je t'en parlerai parce que c'est quand même compliqué comment faire les analyses pour les relais ASIO, comme on a des cases pour toutes ces affaires-là. Fait que là, pour tous les diagnostics DSM, là, vous imaginez comme les feuilles Excel que ça fait. Mais on les a documentés. Puis il y en a même qui ont perdu leur diagnostic d'autisme pendant ça. Fait que là, ça, c'est vraiment intéressant aussi, je pense. Dans l'éthique, on avait même mis qu'on allait faire une étude juste sur eux, voir c'est quoi leur profil, pourquoi ils perdent leur diagnostic d'autisme quand ils arrivent. C'était-tu une erreur au début ou là, c'est
la présentation ne sort plus, ou, tu sais, fait que c'était une des choses que les psychiatres vous avaient dit, ah, ça serait intéressant de voir, tu sais, eux. Mais ouais, il y en a. Puis il y en a aussi qui les perdent juste pour les trucs de santé mentale. Ben, c'est comme à la fin, ça va être en rémission, en rémission, en rémission. Ils sont partis. Puis, tu sais, juste vous parle un peu des défis de tout ça. Chaque épisode de soins, s'ils sont hospitalisés, là, c'est un autre épisode de soins. Puis là, ils reviennent à la clinique. Fait que là, ça, c'est un autre épisode de soins. Fait que là, quand on demande les dossiers, on prend l'épisode de soins le plus récent. Mais là, des fois, c'est en retournant, mais là, tout le diagnostic, en tout cas. Fait qu'à chaque fois, c'est comme de démêler un peu tout ça. Tu sais, chaque dossier, c'est au moins 1 heure là, de travail juste d'extraire. Fait que 1000 dossiers, ça fait que ça prend un peu d'argent pour faire ça. C'est pas des coûts comme l'IRM et des trucs comme ça, là, mais ça reste quand même. Ouais. Vous disiez tout à l'heure que la psychothérapie, dans l'autisme, elle ressemble à celle dans la population finale, enfin, quelque chose de près. Je m'interrogeais juste sur si il y avait des programmes de réhabilitation de la connexion sociale qui existaient et qui avaient montré une efficacité, parce que ça peut peut-être expliquer certaines problématiques de santé mentale, justement les relations sociales, comment interagir. Ouais. Il y en existe. Je connais pas bien toute cette littérature-là, honnêtement, mais je sais qu'il en existe. Puis ceux qui étaient le plus prometteurs de ce que je sais là, dans la littérature, c'est des peer groups. Fait que c'est comme de l'intervention sur la cognition sociale, dans le fond, mais en groupe, avec des fois des pères non autistes. Il y a des programmes où il y a des pères avec un jeune non autiste, puis ils font comme. Ben, c'est comme de la rééducation, mais c'est ça, qui crée un lien en même temps. Fait que là, peut-être désolé, c'est quoi les variables importantes là-dedans, c'est une autre question, mais ouais, c'est ça. Fait qu'il y en a un petit peu de programmes de cognition sociale, il y en a d'autres vraiment plus, c'est comme sur l'ordinateur, tout ça que je connais moins. Je ne saurais pas dire l'efficacité nécessairement là, de tout ça. Ouais. Il y en a qui existent, vous pouvez les trouver, ça. Ouais. J'avais une question un peu naïve par rapport au diagnostic du TDAH qui est souvent associé avec le diagnostic du TSA. Je me demandais s'il y avait des études qui mettaient en lumière le lien entre les troubles du sommeil, qui ressortent souvent au niveau des graphiques que vous présentez. Est-ce que les troubles du sommeil, ce ne serait pas un facteur clé, prédicteur, qui viendrait justement booster ce diagnostic de TDA, TDAH, Ouais. etc. C'est vraiment une excellente question parce que on sait qu'il y a des difficultés de sommeil quand même, et quand même s'ils ne rentrent pas nécessairement dans un trouble de sommeil diagnostiqué ou quoi que ce soit, des cycles de sommeil comme atypiques, des adultes autistes qui nous rapportent ça, ils dorment un peu n'importe quand. Fait il y a des gènes un peu qui ont été identifiés, mais c'est pas si clair, c'est pas chez tout le monde, puis bon. Mais effectivement, puis je pense que ça se pose pour un peu tous les troubles de santé mentale parce que quand on dort pas bien, les choses vont moins bien en général, tu sais, puis on est moins apte à réguler nos émotions, on est moins apte à dealer avec peut-être les défis que ça amène, justement, le fait d'être neurodivergent, puis atypique, puis de vivre la stigmatisation, puis tout ça. Fait que ça, puis l'alimentation aussi, tu sais, il y a quand même une proportion importante qui ont, ben, soit des difficultés alimentaires, soit avec les textures, tout ça, pour toutes sortes de raisons, tu sais, sensorielles ou autres. Puis des troubles gastro-intestinaux aussi. Puis là, si on va dans la population, mettons, de déficience intellectuelle, ben, il y a aussi plus de troubles gastro-intestinaux, mais qui ne peuvent pas exprimer. Fait que là, tu sais, il y a aussi sûrement un peu tout ça qu'on. C'est dur de déterminer qu'est-ce qui est quoi, mais qui joue sur la santé mentale, bien sûr. Tu sais, quand on a toujours mal au ventre, par exemple, puis que. Fait que je pense que le sommeil, c'est, oui, une variable clé, puis qui vient fragiliser l'attention et les fonctions exécutives. Et c'est documenté, au niveau de la recherche, Ouais. est-ce que c'est documenté comme la prise de médicaments, en fait? La prise de médicaments, est-ce qu'elle a un impact critique sur, est-ce que ça viendrait aussi booster le diagnostic de TDA, TDAH? Est-ce que c'est répertorié? Est-ce que c'est quelque chose Pour les troubles de sommeil? Ou troubles du sommeil ou la prise de médicaments, est-ce que c'est un sous-ensemble de facteurs qui, pris ensemble, viendrait expliquer pourquoi on a des études qui expliquent, je sais pas, qui rapportent 80% de diagnostic de TD, TDAH. Voilà, je me posais la question naïvement, qu'est-ce qu'il en est au niveau de la recherche actuelle?
Ouais, Comme si le sommeil serait la variable modératrice pour les différences de Oui, pourcentage dans les différentes Ouais. cohortes, là. Ouais, C'est ça, ben c'est intéressant, mais dans la méthode de ces quoi-là, c'est souvent différent. Puis quand c'est juste est-ce qu'ils cochent tous les critères, oui, OK, les taux sont très élevés. Quand on est plus dans quelque chose de parcimonieux comme là, ou qui sont comme ah, si ça dépasse pas ce qu'on s'attend dans l'autisme, on le met pas, c'est différent. Puis pour les troubles de sommeil, les études varient énormément aussi. Il y a des études qui rapportent 80% de troubles de sommeil, puis il y a des études qu'on est vraiment, vraiment pas là, c'est que ça va être plus du 15-20%, là. Fait que c'est un écart comme ça, c'est la même chose si la métaux est différente et tout ça. Mais je pourrais pas te dire qu'est-ce qui explique exactement parce que probablement un mix de plein des fous. Mais dans une étude récente là, à laquelle j'ai affilié avec un échantillon de 100 enfants autistes, avec vraiment la polysomnographie, mais à la maison, l'Audacity, le matelas, l'ActiWatch, la variable qui ressortait, c'était le temps d'endormissement. Mais c'est aussi que ces 100 personnes-là sont très différentes les unes des autres. C'est juste que dans cet échantillon-là, celle qui pouvait être un petit peu plus significative pour tout le monde, presque, c'est cette variable-là. Mais après, c'est souvent les parents vont se plaindre de réveils fréquents dans la nuit, etc. Il y a plein le bruxisme, il y a plein de choses qui peuvent en prendre de compte, mais des fois, c'est que le symptôme est un peu différent d'une personne à l'autre, donc dans l'ensemble, ça sort. Ouais, puis quand on a une étude, ben, on met tout ce monde-là ensemble, puis on essaie de voir ce qui ressort. Ben, après, dans la vie de chacun des patients dans notre bureau, ça peut être différent. Puis ben, dans le développement neurotypique aussi, là, les enfants, ils dorment très, très, très différemment, là, tu sais, c'est ça. Mais il y a quand même des parents, c'est ça, qui rapportent des choses comme ah, mon enfant, il se lève, puis pendant 2 heures, genre, il fait des activités la nuit, puis là, à un moment donné, je me réveille, puis je suis comme ah, OK, genre, tu sais, mais un enfant de 2 ans, tu sais, je veux dire, ça peut être dangereux, là, comme, fait, là, les parents, ils dorment plus parce qu'ils sont de même, tu sais, ils ont peur qu'il arrive quelque chose à leur enfant, là, ils sont comme, mais là, il faut que je blanc, en fait, tu sais, comme, ça pose des questions vraiment éthiques aussi, fait que des fois, on est confronté à ça en clinique aussi, tu sais, au-delà des chiffres et des études, qu'est-ce qu'on fait avec un enfant qui a des cycles de sommeil atypiques comme ça, puis que, tu sais, ça vient impacter le fonctionnement de toute la famille, là, c'est ça. La mélatonine, ça peut aider l'endormissement, mais des fois, les réveils sont pires, des fois, il y a plus de cauchemars, donc c'est pas non plus comme la pilule miracle. Ouais. Donc, là, toutes les médications pourraient rentrer là-dedans, mais il y a quand même des réactions, puis là, David pourrait en dire plus peut-être, mais sur c'est comment les médicaments vont être métabolisés, puis comment les effets secondaires qu'il va avoir vont être différents en autisme. Puis si on essaie, par exemple, de traiter de l'anxiété, mais qui s'inscrit dans l'autisme avec des anxiolytiques, on va dire souvent, ça va être moins efficace que si c'est vraiment un trouble anxieux surajouté, par exemple. Fait qu'il y a aussi, en tout cas, puis il y a plein d'essais-erreurs, comme des fois, dans les dossiers, on voit que le TDAH a été enlevé comme diagnostic, puis la raison, c'est parce qu'il ne répondait pas aux psychostimulants. Fait que, il y a aussi des essais-erreurs comme ça là, qu'on voit dans les dossiers, puis au final, c'est quand on a un jeune qui ne parle pas, qui a des symptômes, ben, il y a eu le diagnostic, là, on essaye la molécule, il ne répond pas, on essaye une autre, il ne répond pas, OK, ben, c'est peut-être pas un TDAH finalement, tu sais, voilà. Fait que- Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Alors, c'est quoi? il y a une autre question, je pense. Je me demandais, au tout début, c'était dans vos articles de doctorat, je pense, ou postdoc, c'est quand il y avait des entrevues, puis il disait un peu les thèmes qui revenaient. Puis le premier truc, c'était les relations personnelles. Ça peut être anecdotique, là, je ne sais pas si ça a été utilisé, mais est-ce qu'il y avait comme un type de relation, vous allez dire romantique, mais est-ce que c'était comme avec des gens qui connaissent déjà puis qui sont habitués d'avoir dans leur entourage, puis c'est comme on veut continuer cette habitude, ou c'est vraiment comme le désir d'avoir des nouvelles relations? Ben, ça variait vraiment d'une personne à l'autre, mais je dirais, moi, ce qui m'avait frappé, c'est des ados. C'est des ados comme tout le monde. Ils veulent des amis, ils veulent être cool, ils veulent pas rejet, ils veulent, tu sais, comme, c'est les mêmes besoins sociaux. Ils voulaient pas, ce qu'ils disaient, c'est comme, il y en a, mettons, qui étaient satisfaits de leur relation sociale, mais il y avait, mettons, 2 bons amis, puis c'était ça, puis ils étaient contents avec ça. Ben, ça reste qu'ils disaient, ben, plus tard, je veux
une relation amoureuse. Puis c'est drôle parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui disaient ça. Ben là, je me concentre sur mes études, mais après, là, je vais avoir une blonde, puis là, après, je vais avoir un enfant. Puis là, tu sais, c'est comme séquentiel, là. C'est une chose à la fois. Fait que tu sais, c'était quand même drôle, mais tu sais, je pense qu'il y a des jeunes neurotypiques qui disent ça aussi, là. C'est juste que, ouais, c'est une autre question. Mais j'avais les mêmes questions à ce moment-là. Est-ce que la proportion d'Asperger dans ce groupe-là, est-ce qu'elle était élevée? Parce que les enjeux de socialisation, on les voit beaucoup chez les Asperger. Ouais. Mais des fois, le profil autiste, oui, mais il y a aussi le profil un peu schizoïde, ça devient Ouais, moins. faudrait que je retourne parce que des jeunes qui étaient suivis depuis leur diagnostic, là, d'ailleurs, qui étaient rendus à 17 ans, fait qu'on aurait sûrement la notion, tu sais, parce qu'il y avait 17 ans en 2019, là, mettons, le fait que, tu sais, ouais, c'est ça mon calcul, là, je pense qu'il était sous DSM-4, fait qu'il y en a qu'on doit avoir, mais il faudrait que je retourne. On avait plus regardé leur niveau de langage à ce moment-là, puis pas nécessairement. Fait que je me souviens pas lesquels qui avaient eu un profil Asperger versus autisme, mettons. Ouais. Ben, merci beaucoup. Merci, Valérie.